L'animation pour moi est une véritable forme d'art. C'est une des formes les plus élevées parce qu'elle fait appel à énormément de disciplines. Il faut connaître la musique, la danse, surtout être bon acteur et bien sûr, il faut savoir dessiner. Alors tout ça rassemblé donne sur l'écran un monde fantastique. Né en 1937 au Texas, Don Bluth se passionne très vite pour l'univers créé par Walt Disney. Dès son visionnage de Blanche-Neige, il s'amuse à reproduire dans ses cahiers d'écoliers les plus fameux personnages de Disney. L'animation devenant plus qu'une vocation, il parvient à mettre un pied dans son entreprise rêvée en tant qu'assistant pour les besoins de La Belle au Bois dormant et de Merlin l'Enchanteur. Igitus, figitus, zambracapon. On vous demande toute votre attention. En 1971, il passe animateur et s'occupe du Robin des Bois, sorti en 1973. Il enchaînera sur l'animation des héros des aventures de Bernard et Bianca, du Dragon de Peter et Elliot, ainsi que Coco Lapin, dans les aventures de Winnie l'ourson, tous les trois sortis en 1977. Très satisfait, les successeurs de Walt, les Nine Old Men, ainsi que la direction de Disney en place, lui confie sa première réalisation officielle avec Le Petit Âne de Bethléem, un bijou d'animation qui permet à Don de faire part de ses ambitions et de sa vision pour l'avenir du studio d'animation. Tu dois te lever, mon petit âne. Gare à toi si mon père te trouve encore endormi. Tu es engourdi, hein? Là, ça va? Tu te lèves? Il rentre en conflit avec les dirigeants concernant des frais de production jugés insuffisants et de temps réduit contraignant les animateurs à recycler des plans et idées provenant d'anciens travaux. Ne voyant pas cette prise de position d'un bon œil, les dirigeants le placent sur le projet Roxy Rookie, projet jugé risqué et peu attrayant en termes de moyens déployés. Don Bluth se sent mis de côté et son espoir d'accéder aux hautes fonctions du département animation s'effondre alors que le restant des Nine Old Men lui tourne le dos. Il propose alors à deux de ses plus proches collègues, John Pomeroy et Gary Goldman, de le rejoindre sur un projet indépendant des studios Disney, créé dans un coin sans qu'ils en aient connaissance. Avec l'aide d'autres amis animateurs tentés par l'expérience mais tenus au secret, ils montent un atelier dans le garage de Don et se mettent au travail. Pendant 5 ans, l'équipe dirigée par Don Bluth va tout donner pour donner vie à Banjo. Plus qu'un projet, Banjo sera une carte de visite pour la nouvelle société Don Bluth Productions. Malgré son étonnante affiliation, Banjo se démarque aussi énormément de ce qu'on pouvait voir chez Disney. Par son scénario plutôt sombre et triste, on distingue déjà les pièces maîtresses de la touche Don Bluth, à savoir proche de Disney, mais réellement unique et différente. Une différence qui mettra un coup de projecteur important pour le projet. Telle une consécration, le court-métrage recevra notamment un prix d'excellence lors de sa sortie en 1979. Attirés, les investisseurs se rapprochent du trio qui claque sans regret les portes de Disney. 9 autres animateurs les suivent dans un même élan de liberté, afin de réaliser en toute indépendance non pas un court-métrage, mais bien un long à destination du grand écran. Chez Disney, la production de Roxy Rookie est complètement chamboulée par ses départs, et la firme mettra un point d'honneur à empêcher la réussite d'un homme qu'il considère désormais comme un traître.
L'équipe au complet quitte le garage de Don et investit un entrepôt pour les besoins de leur première commande, la production d'une séquence animée de 2 minutes pour la chanson Don't Walk Away de la comédie musicale Xanadu. L'équipe, très motivée, travaille vite et bien, ce qui devait prendre 4 à 5 mois de production est ici effectué en moins de 3. Après ce travail de commande qui fait de nouveau remarquer cette nouvelle équipe, ils peuvent se consacrer à leur premier long métrage, Brisby et le secret de Nîmes. What we used to know as the early Disney films, that golden age, so much of that has been dissipated since Walt's death. So much of it isn't there anymore. We don't see movies like Bambi or like Pinocchio or Snow White. And I think it's because some of those production values and some of the stories that had such a good bite in them, those are not there. Bonjour, je suis Madame Brisby. On m'a dit de venir voir Nicodémus. Êtes-vous Nicodémus? Monsieur, que dois-je faire? There are many production values that you will see on the screen in The Secret of NIMH, which are things you have not seen in a Disney picture before. Que ce soit au niveau des décors, des personnages ou même du scénario, le premier film de Don Bluth impressionne par sa noirceur. Aucun Disney n'avait atteint un même degré d'angoisse, ni sacrifié plusieurs personnages aussi violemment. On peut aussi reconnaître à Brisby de nombreuses qualités à commencer par la richesse visuelle du film. Avec des fonds particulièrement détaillés, Brisby met en place une constante dans toute l'œuvre cinématographique de Don Bluth. L'animation des divers personnages reste de bonne qualité, même si elle accuse un petit manque de finition en raison du budget serré et surtout de la durée de la production qui n'avait que 2 ans et demi pour boucler le projet. Concurrencé frontalement, le studio Disney n'a pas eu à trembler face à Brisby et le secret de Nîmes, qui n'a pas eu le succès attendu. Salué par la critique, le film est fortement concurrencé par le succès triomphal et inattendu du E.T. de Steven Spielberg. Brisby reste dans l'ombre et conduit le jeune studio au bord de la faillite. Il fait doux, hein? Ça vous plaît de voler? Ai-je raison d'accepter une telle expédition? Mais oui, c'est certain, Madame Brise. C'est un sage, le grand hibou. Il connaît la solution des problèmes graves. Les souris, il les mange. Seulement la nuit. Heureusement, ce même Steven Spielberg flaira un fort potentiel et donna toute sa confiance à Don Bluth pour livrer un film animé de grande qualité à sa société Amblin. Ensemble, ils porteront à l'écran Fievel et le Nouveau Monde, qui sera le premier triomphe de Don Bluth. Mais avant ça, ils vont créer les séquences d'animation pour les jeux vidéo interactifs Dragon's Lair. Sorti en 1983, le jeu est un classique des salles d'arcade qui se paye une très bonne réputation malgré sa difficulté, et ça en grande partie grâce au travail de Don Bluth. Nous avons créé une nouvelle forme de film d'animation. Vous ne le verrez pas au cinéma, mais dans un endroit appelé arcade de jeu, car c'est un jeu, à la fois un film et un jeu vidéo, avec une bande son, des effets visuels, tout comme dans un film, mais vous pouvez et vous devez agir sur son déroulement. La fluidité de l'animation, son humour et son univers fantasy déploient un certain charme qui se retrouvera dès le jeu suivant, Space Ace, sorti également en 83. Même système de jeu, même ton et qualité d'animation, mais dans un univers space opéra. Ces 2 succès ravissent Don Bluth et ses équipes qui enchaînent directement sur Dragon's Lair 2, un chef-d'œuvre. Un animé sans limite où le héros n'est qu'un élément de tableau en constant mouvement, où les notions de logique, de gravité ou de proportion n'ont plus lieu d'être. Mais le projet ne sortira qu'en 1991. La société de jeux vidéo Cinematronic, détentrice des droits, connaissant les déboires d'une banqueroute, entraîne avec elle celle de Don Bluth en gelant les avoirs sur les ventes de Dragon's Lair et Space Ace. Trop d'argent qui sort, pas assez qui rentre, Don est ruiné. Il rencontre l'investisseur Maurice Sullivan, se renomme Sullivan Bluth Studio, et on en arrive à ce partenariat entre lui et Spielberg,
Avec ses précédents déboires financiers, il est évident que Don et son équipe doivent faire plus qu'un simple dessin animé de commande. Papa. Papa. Le second long métrage du studio offre une parabole à une véritable persécution antisémite russe qui obligea des millions de juifs à quitter leur foyer. C'est dans une terreur inimaginable que va vivre la population juive de la fin du XIXe siècle, puisque la police tsariste n'hésite pas à piller ou à tuer de la plus violente des manières. Don Bluth, tout comme Steven Spielberg, ont en commun des membres de leur famille ayant émigré aux États-Unis pendant cette période noire. Il est donc évident de retrouver dans Fievel une matérialisation en animation où les souris doivent affronter de diaboliques chats de gouttières sanguinaires. Quand on connaît cette vérité, l'histoire du film prend une ampleur différente, bien loin du divertissement familial que possède quand même le film. Au-delà de la fuite du peuple juif de Russie, Fievel et le Nouveau Monde décrit aussi une autre réalité historique, celle qui faisait croire aux nombreux immigrants que les États-Unis étaient loin de la misère et de la persécution. De moins qu'il Ouais. Oh, 50 cents, j'ai horreur de perdre de l'argent. Où diable vais-je pouvoir trouver 50 cents? Au revoir, mon little immigrant. Oh. Hé, patron, un gamin. Ah, moi, toujours une place pour un gamin à 50 cents par jour. Ouais. Ils vont découvrir à leurs dépens qu'ils étaient loin d'être les bienvenus et que ce nouveau monde était loin d'être aussi idyllique que la fameuse image du rêve américain laissait croire. En à peine 2 films, Don Bluth prouve qu'il abordera ses films d'une manière qui lui est propre et n'a plus rien à voir avec les films produits par Disney. Techniquement, l'animation fait un grand bond en avant, alors que les personnages et leur humanisation fonctionnent très bien auprès du public. Fievel rayonne d'ailleurs sur tout le film. En dehors d'être attachant, la force de volonté et les idées développées par Fievel pour retrouver sa famille font oublier tous les a priori autour du film. J'arrive, papa, je suis là. Tu es là? Le succès de Fievel engage Spielberg à continuer la collaboration. George Lucas, amusé, se joint à l'aventure pour la conception du Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, une conception qui démontrera les limites de leur association. Quête initiatique sur la survie et l'amitié, c'est également un film triste et effrayant, jugé trop sombre et violent à l'époque. Le Petit Dinosaure est censuré peu avant sa sortie en salle par le tandem Spielberg-Lucas, afin de pouvoir passer le comité de censure américain sans problème. Mon chéri, mon tout petit pied, est-ce que tu te souviens du chemin de la grande vallée? Je crois, oui. Mais pourquoi? J'ai pas besoin de le savoir, tu seras avec moi. Je serai avec toi, même si tu ne me vois pas. Pourquoi tu dis même si je te vois pas? Je peux toujours te voir. Tu sais, laisse ton cœur te guider. Il murmure. Alors écoute-le attentivement. Maman? Maman?
Malgré la volonté de Dunblood de laisser le métrage intact, c'est plus de 11 minutes, soit des mois de travail qui sont supprimés. Cette mainmise sur son travail laisse un goût amer à Dunblood qui s'apprête à effectuer un grand changement. Le Petit Dinosaure est un succès indiscutable au box-office et fait bien mieux que le Disney concurrent Oliver et compagnie, adaptation modernisée de Oliver Twist. Une belle revanche pour Dunblood qui, renfloué par les succès conjoints de Fievel et le Petit Dinosaure, abandonne ses deux franchises à Spielberg et Universal et délocalise ses troupes dans un nouveau studio en Irlande en toute indépendance. Charlie, réveille-toi. Charlie, réveille-toi. Désormais un studio qui compte, capable de rivaliser avec Disney, Sullivan Blood Studio signe un accord financier avec Goldcrest Film. Le premier film, issu de cet accord, Charlie mon héros, est une œuvre étonnante et risquée. Étonnante par le choix radical de faire commencer l'histoire par la mort de son personnage principal, risquée parce que ce dernier reste antipathique, avare, menteur et voleur aux yeux du spectateur. Baignant dans un univers mafieux où n'ont de valeur que l'argent et autres complots, Charlie est une vraie proposition. Dunblood et ses investisseurs, sur deux, se positionnent à nouveau contre Disney. Sauf que cette fois, Disney a prévu le coup et remporte de très loin la compétition avec le succès phénoménal de sa petite sirène. Techniquement très supérieur à Charlie et bien plus fédérateur avec ses personnages drôles, sensibles et attachants. Son film suivant, Rocco, se voudra plus léger et se permettra de reprendre une idée abandonnée par les studios Disney alors que Dunblood y officie encore en tant qu'animateur. En plus d'être très plaisant, avec un bon rythme et des chansons interprétées par Idie Mitchell, Lio et Tom Novembre pour la version française, Rocco est une belle parabole sur le Star System avec son personnage principal Chanteclair, coq exilé de sa ferme natale, devenu sosie évident d'Elvis, un personnage bien plus triste et malheureux qu'il n'y paraît. Chanteclair? Non. Ce n'est pas Chanteclair. Qui êtes-vous? Tu as mis ton doigt sur la tête du grand-duc. Tu te rappelles? Ces vers coûtent cher, petit morveux. My first introduction to going out onto the live-action stage and directing the actors themselves. And I did it for the first time on this picture. I thought, well, this will be interesting. I wonder if I'll like this. Maybe I'll just leave animation and just go into the live-action world and forget all about this graphics. Well, my first day on the stage, I came running back here and I said, no way. I'm an animator through and through, and I love being on the board and I love drawing where I can have complete control of what I do. It's just too much, I think, waiting around. The control isn't there, and if I don't like a performance, I have to say, well, let's do it again, and 50 people have to concentrate one more time. If I don't like a performance on the board here, all I simply do is get out my eraser and erase it and draw it one more time. So the difference for me is very, very large. I prefer to draw it. Reviennent faire lever le soleil, le grand-duc avait son mot à dire là-dessus. Les chatons sont bien plus digestes.
le jeune Edmond allait vivre la plus fascinante des aventures. Descendu en flèche par les critiques et totalement oublié par le public, encore bouleversé par La Belle et la Bête sortie quelques mois plus tôt, Rocco finit par tomber dans l'anonymat. Le studio est à partir de là au cœur de la tourmente. Désavoué par ses investisseurs, Don Bluth va entamer la pire période de sa carrière, alors que Disney vit son deuxième âge d'or, trop heureux de voir ce trait historique plongé dans les abîmes du box-office et des ennuis financiers. Je suis désolé, mon petit vieux, mais nous ne comptons plus pour ce gros plumeau repeint. Ah bon? Oui, où est-ce que tu vas? Ben, si je peux pas lui parler à lui, je lui parlerai au moins à elle. Reste entre nous, Il n'y avait qu'un petit problème dans l'exécution de leur plan. C'est que Goldie devait juste faire semblant de tomber amoureuse de Chanteclair. Avec 3 projets entamés avec Goldcrest Films, mais désormais en stand-by, Don Bluth et sa troupe confectionnent à la hâte une sorte de bande-annonce très ambitieuse et visuellement dans l'esprit d'un Dragon's Lair 2 qui vient enfin de sortir dans les salles d'arcade. Joe Breaker ne sera jamais développé au-delà de cette bande-annonce, mais attirera de nouveaux investisseurs dont Don Bluth a désespérément besoin. Jawbreaker, see it. I will. À présent totalement distancé par Disney mais également par Amblimation, un nouveau studio d'animation monté par Spielberg, ce dernier réutilise Fievel en tant que mascotte, mais lui offre aussi une suite avec Fievel au Far West, avant de chercher à s'imposer avec les 4 dinosaures et le cirque magique. C'est à ce moment que 2 sociétés, Merlin Film et Media Assets, d'origine anglaise et hongkongaise, vont permettre à la société désormais nommée Don Bluth Entertainment de finaliser les 3 projets en chantier, dont la priorité sera donnée à un film de princesse très Disney dans l'esprit. Plus de 30 ans après sa sortie, Pousselina pâtit encore fortement de cette transposition ratée de la fameuse recette Disney. Pourtant tout y est, de la jeune fille en quête d'amour au prince charmant, à la quête de son identité jusqu'aux nombreuses chansons, mais Pousselina va essuyer un échec cuisant. Allez, en route! J'aimerais avoir des ailes. C'est possible, on ne sait jamais. On s'accroche? Waouh! L'amour a des ailes, l'amour monte en haut du ciel, au paradis bleu brodé d'étoiles. La principale raison de cette débâcle, Pousselina est l'exemple flagrant du conte de fées ringard mais pas du tout en accord avec son époque. Lorsque l'on découvre le film pour la toute première fois, on constate à quel point le retour en arrière est impressionnant. Pousselina est l'archétype de la princesse passive qui subit tout sans prendre la moindre initiative. Elle a du coup bien du mal à rivaliser avec Ariel et encore moins avec Belle de Disney. Que retenir aujourd'hui de Pousselina ? À moins de posséder une forte sensibilité nostalgique, le nouveau Don Bluth de l'époque a bien du mal à s'imposer. S'adressant clairement à un très jeune public essentiellement féminin, on retiendra surtout que Pousselina va se faire laminer par le Roi Lion et faire plonger le studio dans sa pire période. Obligé et contraint par ses investisseurs de faire des films qui ne lui conviennent pas, Don Bluth et son studio dégringolent. Pousselina restera donc avant toute chose une tentative malheureuse de transposer les codes Disney sans jamais y parvenir.
Bonjour, maman. Je te donne le joli nom de Pousselina. Pour sauver les meubles, Don Bluth finalise le lutin magique, appelé aussi un troll à Central Park. Un film déjà très avancé, mais mis de côté au profit de Pousselina. Terminé dans l'urgence, il reste le film le moins connu de Don Bluth. La faute à une promotion insuffisante de la part du distributeur Warner Bros, mais surtout qu'au niveau qualité du métrage, Don nous a habitués à bien mieux. Pour les critiques, la seule chose qui vaille le coup, ce sont les décors. Détaillés, agréables à regarder, souvent chatoyants, parfois effrayants. Un certain souci du détail est bel et bien présent afin de retranscrire le plus fidèlement la ville de New York, où se déroule notre histoire et son célèbre parc. Le reste est un flagrant manque d'inspiration, d'audace et d'énergie, couplé à un scénario inconsistant et des chansons infantilisantes au possible. L'accueil désastreux réservé aux lutins magiques se vérifie par des chiffres historiques. Sur les 23 millions investis, il ne rapportera que la somme misérable de 70 000 $, soit une perte nette de 99,7%. Je vous l'avais dit, ce sont des chiffres historiques. Le lutin magique est et restera à la fois la pire production de Don Bluth et le film d'animation américain le moins rentable de tous les temps. Les investisseurs vont évidemment rompre le contrat avec Don Bluth Entertainment. De pierre et d'acier, de pierre et d'acier, où rien ne pousse. Oui. Ouh. Ah. Mais c'est merveilleux. Ah, je dois rêver. Il y a eu erreur. Ah, mais tout est vert. C'est plein de feuilles, d'herbes, plein de fleurs. Ah, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Un paradis sur Terre. À présent sans investisseur ni distributeur, Don va signer un accord avec la MGM pour distribuer le dernier film du précédent contrat, Les Aventures de Hubie le Pingouin. Peu de crédits sont attribués pour finaliser ce film, et alors que le travail est déjà largement engagé, un désaccord artistique intervient entre la MGM et Don Bluth. La MGM désapprouve le contenu de ce nouveau film, met au rebut des scènes entières déjà entièrement animées, remanie le scénario et procède à de nouveaux enregistrements de dialogue. Le dialogue est rompu et Don Bluth préfère quitter le navire en compagnie du fidèle Gary Goldman. La MGM se retrouve alors avec un film inachevé sur les bras. Les derniers membres restants de Don Bluth Entertainment doivent désormais travailler avec des studios britanniques, espagnols et hongrois afin de combler rapidement les séquences manquantes et boucler la production du film. Sorti en avril 1995 aux États-Unis, le film ne rentrera dans ses frais qu'à sa sortie en VHS. En France, c'est sous ce format qu'on le découvrira. Quelques semaines après la sortie, Don Bluth prend la décision inévitable de fermer les studios en Irlande et de dissoudre Don Bluth Entertainment. Après plus de 15 ans de travail acharné pour se créer une place dans le monde de l'animation, Don Bluth abandonne, en tout cas, c'est ce qu'il laisse croire. Parce que Don Bluth a été approché par Bill Mechanic, le président des studios Fox, qui souhaite développer un département animation et ainsi se lancer dans la course suite au succès phénoménal de Disney et de son Roi Lion. Les équipes de Dublin sont rapatriées à Phoenix en Arizona et se lancent dans la confection du premier film de Fox Animation avec un Don Bluth revigoré par cette ultime chance. Histoire d'une tragédie familiale, Anastasia cumule les nombreux clichés et emprunt aux standards Disney. Avec un récit découpé de la même manière, avec une multitude de chansons, le personnage de Bartok, faire-valoir typique qui accompagne le grand méchant,
ou même le petit chien mignon, fidèle acolyte de l'héroïne. Mais contrairement à Pousselina, où rien ne fonctionnait, Anastasia parvient à trouver un équilibre, rendant le film si spécifique, si charmant, que l'étonnante combinaison de l'esprit Disney et de l'esprit Don Bluth amène une certaine confusion auprès du public, considérant à l'époque Anastasia comme étant une princesse Disney alors qu'elle ne l'a jamais été. D'autant que son aventure est plutôt éloignée du conte de fées et bien plus ancrée dans le réel. Que tu es absolument grandiose. Oh, merci. Oh, Sophie. Monsieur. Sortie en 1997, Anastasia, avec son budget estimé à 50 millions de dollars, va tripler ce chiffre au niveau des recettes mondiales et devenir le film le plus rentable de Don Bluth. Le film sera même nominé à de nombreuses cérémonies, dont les Oscars, mais ne remportera aucun prix. Pas grave, puisque la Fox lui passe commande pour un spin-off consacré au personnage de Bartok, présent dans Anastasia. Finalement un préquel globalement soigné mais loin de la flamboyance de son aîné, Bartok le Magnifique rencontrera un succès bien moindre alors qu'il n'était destiné qu'au marché de la vidéo. Une série télé était envisagée en cas de succès et l'idée fut bien sûr abandonnée. D'abord envisagé comme un film live avant l'arrivée de Don Bluth et Gary Goldman sur le projet, Titan AE est un défi technique puisqu'il doit combiner animation traditionnelle et animation 3D. Don Bluth se méfie de cet engouement post-Toy Story et laisse Gary Goldman travailler étroitement avec le département des effets 3D intitulé Blue Sky. Titan AE est un pur film de science-fiction, un créneau très peu utilisé par la concurrence dans les longs métrages d'animation. En véritable space opéra, c'est aussi le retour au genre par Don Bluth, après le jeu vidéo Space Ace, devenu culte avec le temps. Tout le génie du film repose en son contexte. Les humains sont devenus des parias dans la galaxie, une sous-espèce sans aucune valeur, réduite en esclavage pour les quelques survivants. Le film s'ouvre d'ailleurs par l'une des séquences d'introduction les plus dramatiques réalisées en animation, avec la destruction pure et simple de la Terre et de ses habitants. Le film de Don Bluth se veut foncièrement plus adulte dans son propos. Le scénario de Titan AE est millimétré et calibré sur mesure avec tous les ingrédients du genre, à commencer par les retournements de situation dramatiques et la course-poursuite dans l'espace. Un bon scénario efficace avec un certain Joss Whedon aux manettes, lui qui vient d'écrire celui d'Alien la Résurrection, également pour les studios Fox. Ces derniers imposeront à Bluth et Goldman une BO basée sur les morceaux rock du moment, afin de moderniser la chose alors qu'une partition orchestrale serait bien plus indiquée aux yeux de ses créateurs. Malgré ce choix douteux, le film n'inspirera pas le jeune public visé qui ne se reconnaîtra pas dans Titan AE. Il sera boudé partout dans le monde et ne rapportera à la Fox que 50% du budget investi, conduisant dès lors le studio à fermer définitivement son département d'animation traditionnelle. Une grande partie de l'équipe de Don Bluth fut transférée chez Blue Sky, devenu du coup un studio d'animation 3D à part entière, et s'attela sur le premier film de la saga L'Âge de Glace. Titan AE restera donc l'ultime film de Don Bluth, sa carrière cinématographique s'achevant donc sur un échec cuisant, mais également sur un grand film d'animation au destin maudit.
Salut. Si un projet d'adaptation de H2G2 fut un temps évoqué par Don Bluth au moment de la promotion de Titan AE, la fermeture des studios d'animation Fox enterra définitivement l'idée, qui rejoignit la longue liste des projets inaboutis de Don Bluth et de sa troupe. Ainsi, après Brisby, c'est un projet d'adaptation de La Belle et la Bête qui l'intrigue avant sa rencontre avec Spielberg. C'est d'ailleurs pendant cette période propice à la création et aux idées que Bluth proposera pour Amblin les concepts de East of the Sun and West of the Moon, The Velveteen Rabbit, Saturday et The Little Blue Whale, tous abandonnés. Le plus ancien de ces projets inachevés restera l'adaptation du conte des frères Grimm, le joueur de flûte de Hamelin, qu'il avait déjà en tête alors qu'il venait d'intégrer les rangs de Disney en tant que jeune animateur. Les adaptations en série TV des jeux Dragon Slayer et Space Ace ne feront que cultiver le culte autour des œuvres vidéoludiques de Don Bluth, bien que ce dernier ne soit en aucun cas impliqué dans leur conception. Au cours des années, les jeux sont devenus si cultes que de nombreux spécialistes du média aiment se repencher dessus et affronter leurs effarantes difficultés quelle que soit la console où les jeux furent adaptés. Okay, and that one I use the sword only once, very important. Okay, and that one I don't use the sword at all, I jump back, putting it in the vault. Wait a minute, it was a glowy thing! How am I supposed to not go after a glowy thing in a game? It's a glowy thing! It's like telling a dog not to go after a bone! It's friggin' nature! Ainsi, en 2002, Don Bluth accepte sans hésiter l'invitation de Ubisoft à venir travailler sur le nouveau jeu Dragon Slayer 3D, un titre qui sera très apprécié même s'il ne rencontrera pas le succès et l'estime des précédents, la faute à une 3D encore balbutiante et mal gérée. En 2003, c'est Namco qui s'offrira ses services pour les séquences d'animation de High Ninja. Don Bluth est à présent une référence qui loue son savoir-faire. Un savoir-faire qui intéressera le groupe pop Scissor Sisters en 2004 pour les besoins du clip Marie. Un clip en forme de parodie de réponse pour sa partie animée qui reste tout de même très courte et peu mémorable. Don Bluth peaufine et sort 2 livres sur ses techniques d'animation, The Art of Storyboard cette même année 2004 et The Art of Animation Drawing en 2005. En 2009, dans le cadre d'un festival d'animation en Arabie Saoudite, il reçoit une demande de participation avec création de design et storyboard, ainsi que le titre de réalisateur. Finalement peu consulté, le film se fait sans lui et il demande à ne pas être crédité. Malgré ça, The Gift of the Hoopoe sera présenté officiellement en tant que film de Don Bluth. Quand on voit le résultat, il n'y a pourtant aucun doute, en dehors de son affiche, il ne s'agit en rien d'un film estampillé Don Bluth. En 2011, petit retour aux jeux vidéo avec des designs pour le jeu Taper World Tour et la sortie sur support iPhone d'une version jouable du premier court-métrage de l'aventure Don Bluth, Banjo. En 2015, c'est l'effervescence chez les fans. Don Bluth et Gary Goldman lancent une campagne de crowdfunding afin de financer un Dragon Slayer The Movie entièrement animé à la main à l'ancienne. Des dessins et concept art seront dévoilés afin de motiver les investisseurs potentiels. Fin 2018, la campagne s'achève avec des dons s'élevant à plus de 700 000 $. Depuis, on ne sait rien de l'avancement du projet, hormis un intérêt certain de la part de l'acteur Ryan Reynolds, fan de la franchise et de son univers. Une adaptation en film live avec Don Bluth en tant que producteur fut même fortement envisagée avant que la crise du Covid ne fasse définitivement plonger le projet dans les limbes. L'année précédente, en 2019, Don Bluth avait même réalisé les séquences d'animation du film indépendant Circus Sam, un film dévoilé en festival mais invisible depuis. La seule trace visible de la contribution de Don Bluth reste un concept art dévoilé sur sa page internet. Parce que depuis 2020, Don Bluth donne des cours virtuellement et s'est même permis de relancer un tout nouveau Don Bluth Studio, un studio virtuel où il forme de jeunes élèves en animation avec pour but avoué de créer la renaissance du dessin animé fait à la main.
son travail commun avec cette toute nouvelle génération sera rendu visible sur la toile et prendront la forme d'un concept, les Blood's Fables. En 2022, il sortira la biographie Somewhere Out There, My Animated Life, revenant sur sa vie dans l'industrie du cinéma d'animation, et en 2024, le livre Yuki Stars of the Sea, une fable écrite par ses soins. Je me suis jamais laissé déplumer par l'amour, c'est ça, Ergomania, Ergomania, t'es à moi. J'en ai couvé plus d'une, lié les autres sur la paille, et j'ai changé de poule bien plus souvent que de chandail, c'est ça, Ergomania, Ergomania, t'es à moi. C'est ça qui fait tout mon charme, elle serait toujours un Ergoman. Quand t'es là-haut, le bec en eau sous les poches, cocorico, cocorico. Si tu perds ta voix, tu verras ton radeau et le pendu se fera un smacking de ta peau. J'ai plus que toi, Ergomania, Ergomania, t'es à moi. J'ai plus que toi, Ergomania, Ergomania, t'es à moi. C'est ça qui fait tout mon charme. Elle serait toujours un Ergoman, 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 Ergoman. C'est toujours un Ergoman. Elle serait toujours un Ergoman.